Bulette. Tim. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un homme mort. Mais étrangement, quand on regarde ce qui reste de lui, il est mort avec un grand sourire. Oh, vous savez, à l'époque dans laquelle on vit, la mort est comme une vraie délivrance. Quand tu sais que ta femme t'a quitté, qu'elle t'a trompé, et qu'elle a pris tes gosses, et que t'as du mal à payer le loyer, et qu'un putain de pecno n'a pas voulu en tempérer. Oui, mais là n'est pas le sujet. J'ai trouvé un bout de papier qui pourrait signifier son suicide. Est-ce que c'est parce que ses enfants lui parlent plus? Oui, non, ça n'a rien à voir. Ça parle d'un fleuve noir qu'il aurait traversé et qu'il l'aurait emmené par-delà les rives du Valhalla du Rire. Ça vous parle à vous? Fleuve noir. Ça me rappelle un gars qui en avait parlé il y a longtemps. Sauf que ça l'a rendu complètement ma boule. C'était il y a fort lointain. Et allez, ça recommence. Quand est-ce que je vais changer de binôme, moi? Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Le genre policier. C'est un genre qui est utilisé sous de multiples facettes, mais qui a d'abord pour but de suivre un flic qui enquête sur la mort d'une personne et qui lui permettra d'élucider plus tard le crime. Et tout a commencé dans la littérature. On pourrait considérer que le premier roman policier de l'histoire serait Oedipe roi de Sophocle, où l'on assiste, à proprement parler, à l'enquête d'Oedipe pour retrouver l'assassin du roi Laios. Ce n'est que plus tard qu'il découvrira l'identité de l'assassin, à savoir lui-même, et que la victime était son propre père. Eh ben, il avait un véritable complexe, cet Oedipe. Mais on peut encore revenir en arrière pour trouver des romans de ce genre-là. Sinon, si on revient aux origines, le roman policier a véritablement commencé au 19e siècle avec le double assassinat dans la rue Morgue de Edgar Allan Poe. Mais il y en a qui contesteraient ses origines parce qu'il y aurait un certain Thomas de Quincey qui aurait écrit à cette même période le premier roman policier. Aucun rapport avec les Quincy. Après, c'est à partir de là que la structuration des livres policiers s'est faite, et c'est par la suite qu'on a eu des personnages de la littérature policière comme Sherlock Holmes, Maigret, San Antonio, Hercule Poirot et plein d'autres. Et beaucoup de créations du genre sont arrivées par la suite avec le polar, le roman noir, le whodunit, etc. etc. Ok. Mais là, on parle de cinéma, pas de littérature. J'y viens. Ce qui fait que dès le début du cinéma, les films policiers sont arrivés très tôt. Mais on utilise maintenant le terme polar pour le cinéma policier qui a commencé par arriver en France dans les années 70. Même la littérature s'y met à utiliser ce terme. Et le polar a eu ses meilleures années pendant l'après-guerre et jusqu'à la fin des années 70. Il y a eu des variations du genre qui ne traitaient pas tout le temps une enquête policière. On pouvait suivre le point de vue du criminel qui, dans la littérature, était utilisé pour ça, mais voilà que ça a changé. L'histoire décrit aussi le monde poisseux dans lequel le protagoniste ou l'antagoniste vit pour comprendre sa psyché. Ce que Fincher a pu traiter dans Seven, Zodiac et Gone Girl. On peut mettre certains de ces films dans le genre du thriller. Ça fait partie de la même famille, bien que ça met plus en avant jusqu'où le criminel peut aller et jusqu'où il peut être dangereux. Eh oh, tu vas pas nous faire toute la filmographie de David Fincher. Là, on va parler d'un polar français. On y est presque, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et c'est donc à cette période des 30 Glorieuses que j'ai relevé 3 réalisateurs français qui ont redéfini, de mon point de vue, le genre du polar français en donnant le meilleur de ce qui pouvait se faire. Il y a tout d'abord Jacques Deray qui a fait pendant sa carrière des films policiers jusqu'à créer après sa mort un prix en son nom pour récompenser les meilleurs films policiers. Donc, les meilleurs polars. On a aussi le grand Jean-Pierre Melville qui mettait en avant l'ambiance du polar et marquait au fer rouge ses personnages. Impossible d'oublier ces personnages avec leur chapeau et leur manteau. Quoique avec ces costumes, ils sont plus faciles à repérer. Puis on a enfin le grand, le magnifique Henri Verneuil qui lui a réussi à rendre le genre plus attractif et plus populaire pour divertir le spectateur. Bien sûr, il y en a d'autres comme Lautner, Boisset, Mocky ou Arcadie, mais ce sont eux qui, pour moi, sont les bases de ce que sont et seront le polar en France pendant un certain temps. C'est pour cela que nous allons parler d'un film qui rend hommage à ces 3 réalisateurs. Qu'est-ce que je
raconte comme connerie? Non, nous allons plutôt parler d'un polar qui est considéré comme la plus grosse comédie de la dernière décennie. Et nous allons savoir pourquoi. Et oui, j'ai pris le Blu-ray pour avoir la meilleure qualité. Au secours. C'est du même genre que La Panthère Rose et La Cité de la Peur? Alors ça, c'est des polars comiques et parodiques. Celui-là, disons qu'il ne s'assume pas et qui peut nous rendre un peu zinzin. Mais bon, je ne vois pas ce qui peut nous arriver. Accrochez-vous, hein. Ah bah je m'accroche, je fais que ça. Donc c'est parti pour Fleuve Noir et nouveau générique. Alors, on commence avec Solange, jouée par Sandrine Kiberlin, qui est au commissariat pour signaler la disparition de son fils Danny. Et le flic va donc essayer de la consoler. Petit Danny, autant il a rencontré une petite copine qui lui plaît bien et... Hein? Parti faire un tour avec. Hein. Oh la vache, le fumier. Je te le fais pas dire. Pour la consoler, il la console. Et voici donc l'inspecteur Visconti, joué par Vincent Cassel, bossu et au regard perçant, qui va enquêter sur ces disparitions, mais pour l'instant, il a une autre affaire au cul. Une affaire de stup où son fils est impliqué. Je pense que ça va nous permettre de comprendre la psychologie du personnage, enfin j'espère. Donc voyons voir ce que valent ces interrogatoires. Alors, t'es content? Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu m'expliques? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, écoute, c'est pas compliqué. Ils veulent l'identité des fournisseurs. Alors... Je t'écoute! Accouche! Tu sais à qui tu parles là? Tu vas où là? Bonne nouvelle, tu te démerdes. Ok, ça va servir à rien. On n'a pas très bien avancé sur cette histoire, mais en tout cas, c'est bien le poulet de la situation. Et pour se calmer, il a besoin de beaucoup s'hydrater. Beaucoup. Ça doit sans doute être pour nous montrer que les policiers bossent dur et que l'alcool est la seule solution pour qu'ils ne deviennent pas fous. Pour moi c'est simple, c'est plutôt pour dire que les flics sont de gros alcoolos. Quoi? Bordel. Les flics qui sont des alcoolos. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et je mets un petit compteur pour savoir combien de fois il boit et jusqu'où ça va l'aider dans son enquête. Donc on est au lendemain, il va rejoindre sa collègue et il va donc lui... Ah non, Salut, François. là, c'est quoi cette petite mine là? Ça va? On a fait du cheval cette nuit. Ça va, vous n'allez pas vomir? Oh là 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 là, mais ça va être rude, ça va être rude. Tu peux faire des dialogues pour montrer que c'est un gros dégueulasse, mais si bordel, les deux personnages ne s'écoutent pas, c'est inutile et ça passe dans le vent. Bon, bref, sa lieutenant lui rappelle qu'on a une enquête à tourner et qu'après avoir entendu le mot Déjà dans Cyril. Noni? Visconti, oh surprise, s'est remonté à bloc pour retrouver le gamin. Voilà le meilleur argument pour un flic de faire une enquête. Puis on a l'arrivée de Yann Bellel, joué par Romain Duris, qui s'est comme incrusté dans cette histoire. Et on a donc la première rencontre entre le chuchoteur et le bourrineur. C'est déjà de la poésie. Par la suite, Visconti Oui, parce que ça va bien 2 minutes d'insulter un réalisateur reconnu. va questionner la sœur de Danny pour savoir où il est. Oula oula, code rouge, ça va supprimer ma chaîne, ça va me supprimer ma chaîne. Non! Donc comme vous l'avez compris, elle est un peu handicapée et ça va peut-être nous aider par la suite sur l'affaire de... Non mais là faut choisir, on ne peut pas être sur 2 enquêtes en même temps. Donc il libère son fils de sa séance de sauna parce que... La loi, c'est moi! Et l'ordre! Ouais, on va dire ça. En tout cas, il va le laisser sagement rejoindre sa mère et on verra tout ça le lendemain. Où il va rejoindre ses potes et refaire encore une fois les mêmes conneries. Mais tu sais pas un peu con comme père? Donc il rentre chez lui, boit un coup pour se détendre parce que c'est la seule chose qu'il sait faire de sa vie. Les divorces, je te jure. Donc après un fondu au noir et 2 verres de whisky, Il va rejoindre la mère de la victime pour encore boire un verre de whisky? Non, quand même pas. non, il va lui poser des questions sur Danny tout en buvant un verre de whisky. Nuance. Soif. On a compris que t'avais soif. Bref, c'est là que l'inspecteur va commencer à avoir des soupçons sur Bellel et que le lendemain, ils vont faire des fouilles dans la forêt pour trouver des indices. Ah, dans une forêt, faut faire attention aux branches. Donc, Bossu Viscon retrouve l'excité Bellel et il parle de Danny pour comprendre pourquoi il a voulu partir. Un être inspiré, avec une capacité à produire des images verbales tout à fait saisissantes. Je l'encourage, je le guide, mais
Tout ça, ce sont des choses que j'ai ressenties, n'ont pas vraiment été formulées. Right. Si on fait cette battue, vous pensez qu'on peut retrouver son cadavre dans cette forêt? Ah, mais d'accord, on a affaire à un gars qui fait tout pour dire qu'il est le coupable. Tu veux pas une pancarte peut-être pour qu'on indique que c'est toi? Personne n'est dupe, hein. Ta gueule. Bordel, on se croirait sur un des pires épisodes de Columbo. Bon, après cette battue qui n'était pas très loin des immeubles, j'ai l'impression qu'on reste dans les mêmes lieux depuis tout à l'heure. Je suis très calme. C'est mon neveu, c'est mon neveu. Non mais c'est pas vrai, mais vous foutez de ma gueule. Même les silhouettes s'y mettent aussi. Mais bon, voilà, c'est bon. Puisqu'on n'a pas confiance par les dires de Bel-El, No shit, Sherlock. et va donc le convoquer dans son bureau. Ça vous intéresse, hein, l'univers de la police, mais pour la petite histoire, inspecteur, on dit plus comme ça depuis 1995. Maintenant, on dit commandant. Ah, très bien, j'en prends bonne note. Commandant. D'accord, on est à là sur les dialogues. J'ai besoin d'un Doliprane. Attention, mon petit père. On dit plus commandant, on dit le grand Manitou. Ouais. Et moi, c'est la fée des dents. Ouais, comme il a dit. Gardons notre calme. Vous fumez? Et si vous tentez, allez, c'est... Ici, c'est pas autorisé, mais bon... Pas vu, pas pris. Non mais là c'est pas possible. Je crois que le film se moque de moi là. Les gars, pour cette scène, il faut qu'il y ait du contact. Il faut qu'il y ait de l'impact dans le jeu pour qu'on puisse ressentir cette vivacité entre vous deux. Et peu importe si on entend du bruit autour, ça nous permet de ressentir la vraie vie. Alors, action! Tiens, ce que je vous dis, je ne sais pas ce que ces vidéos vous montrent, mais je veux bien, oui, être confronté à vos images. Je parlerai plus tant que... Tu restes ton cul assis sur cette chaise, tout de suite, allez! Si vous aviez vraiment quelque chose contre moi, vous me signaleriez ma mise en garde à vue. Je vais me lever et partir. Assis, assis! On va vraiment marquer le cinéma français. Putain, dans quoi je suis tombé là? Après cette confrontation huileuse, Viscon rejoint ses collègues pour discuter d'un débat très intéressant. Enlèvement ou meurtre? Ouvre un peu plus la bouche, on n'a pas très bien entendu. Le commandant va donc surveiller Bel-El et un peu trop la mère de la victime. Dans une enquête, on se doit de tout surveiller. C'est totalement légal. Bref, il va questionner un peu la femme de Bel-El pour en savoir un peu plus sur ce professeur et surtout pour encore boire un coup. Ah, ça faisait longtemps. On va le boire la gueule. Ah d'accord. Mais il a eu des informations sur lesquelles Bel-El cacherait quelque chose dans sa cave, donc on découvre que c'est un grand passionné de littérature, mais plus on l'entend parler en présentant son lieu de méditation, plus il a l'air inquiétant. Oh bordel, c'est pas bon signe. Romain, pour que tu sois plus menaçant et plus inquiétant, tu peux aller plus dans le chuchotement et le grave. Toujours que j'ai donné ce coup de fil. Il faut qu'on entende ce souffle, cette menace, ce Cadavre. Et là tu pars tel un fantôme. Oh, que c'est flippant. Vous avez trouvé plus fort que vous, commandant. Bon, après une confrontation des plus inadéquates qui rendrait jalouse la scène de confrontation dans Hit, le commandant va pisser. Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Ah bah c'est sûr, après avoir bu plus de 2 litres d'alcool, c'est évident que t'as envie de pisser. Mais voilà qu'il est dérangé par un gars qui a l'air de prendre son pied. Et voilà qu'il le rejoint à sa fête. Ouais. Puis il revient chez lui où tout a été saccagé parce qu'il accuserait son fils de l'avoir fait. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a perquisitionné du blé à l'un de ses potes. Bon, ça me saoule. Est-ce que cette affaire va être réglée? Est-ce qu'elle va servir pour la suite? Est-ce que cette histoire de drogue ne servirait-elle pas à rallonger le film? Ça me semble assez évident, oui. Bon, alors je crois qu'on va arrêter les frais. Finito? Bref, on suit un vieux barbu triste qui se trouve être le père de la victime pour qu'il donne son mobile. Pourquoi un vieux barbu triste? Oui, parce qu'on a l'impression qu'il a tout le poids du monde sur ses épaules et qu'il faut qu'on se plaigne de sa douleur. Excusez-moi. En tout cas, il leur dit qu'il n'a pas pu fuguer avec une fille parce qu'il est gay. C'est pas explicitement dit, mais voilà, un moment, la subtilité, tout ça, tout ça. Il sort le soir, mais tout seul. Bah, où est-ce qu'il va seul comme ça? Dans les bois. Il y a une forêt près de chez nous, il aime bien. Eh ben, elle est bien grande cette forêt pour qu'ils aient pas trouvé d'indice sur ce coin-là. Pendant ce temps, du côté de Bel-El...
Bref, n'étant pas très discret, il va dans sa cave et Viscon le suit tout en étant lui aussi pas du tout discret. La discrétion ne fait pas partie du vocabulaire de ce film. Donc on découvre qu'il serait celui qui envoie des lettres anonymes pour déstabiliser la famille. Bon, après l'avoir vu à l'acte, El Comandante va enfin l'arrêter. Nope, il ne fait rien du tout. Sinon, on revient sur Bering qui a retrouvé les affaires du gosse avec à côté de lui la meilleure gueule du monde d'un mec qui n'en a rien à foutre. Non mais c'est ça que tu ne comprends pas. Sa mère, elle ne peut pas être coupable vu qu'elle aime sa fille. Tu comprends ce que je... Pourquoi tu me fais une tête de con là? On n'a pas affaire à un débutant. Après cette analyse du sac, on commence à avoir des doutes sur l'alibi de la mère. Eh ben moi je te dis, elle peut pas jouer la comédie comme ça. Parce que c'est moi qui l'ai reçue et cette femme, elle était terrifiée. Parce que je veux la baiser, je veux dire, l'aider. Alors là, il est tombé sous le charme de la maman, là. Et donc, après une gifle, il est retiré de l'enquête. Non mais c'est l'enquête qui a le peu de bouleversement au monde, c'est pas possible ça. Et pendant ce temps, du côté de Bel-El, il savoure de nouveau son crime de torturer le père de la victime. Que c'est délicieux de voir les gens souffrir. Et après une énième beuverie et une autre gifle, il va rejoindre la mère pour... S'il vous plaît. Le cul! Après cette merguez partie des plus déplorables, il trouve un élément important dans la chambre du gosse par le pouvoir des lunettes. Et il va voir Bel-El à son cours pour lui montrer cet élément. Kafka, château. Et dans le château... Voilà. À mon cher ami, pour accompagner ses premiers pas dans le labyrinthe qu'est la vie, il faut pourtant trouver son chemin. Il soupçonne le prof d'avoir baisé et kidnappé le gamin. Mais bon, les cours reprennent et on passe à autre chose. Ah bah non, on continue. Papa, maman, la différence vous fait peur. L'amour en moi vous fait peur. Ouais, il y avait du jeu et du plaisir, il y avait du plaisir de frôler avec des choses extrêmes et qui peuvent faire flipper. Et à la fin des cours, le commandant suit le prof. Il le voit donc mettre la lettre et il va par la suite l'arrêter. Non, il va juste embrasser la mère qui passait par là. Et Bel-El va encore merder le père avec ses lettres. Je suis un vrai diabletin. Et vous savez ce qui est le pire? C'est ça. Alors Romain, c'est vraiment génial. Là, tu as vraiment suivi mes conseils en regardant L'Exorciste pour comprendre la désarticulation du corps. Mais là, pour cette scène, il faut que tu aies un regard vide, un regard qui insuffle la débilité, le sérieux et l'extase. Il faut qu'on ressente cette possession. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Plaisir de frôler avec des choses extrêmes et qui peuvent faire flipper. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Là, on tient quelque chose. On tient aussi le fait que je vais finir par être moi aussi possédé par ce film. Bref, Bel-El fait un petit tour dans les bois avec un commandant des plus furtifs au monde pour le voir baiser. J'aime ça. Maintenant, sucez-moi la bite. Hop, 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 j'ai pas envie de me faire censurer. Donc les gars, si vous voulez regarder sa version longue, vous n'avez qu'à acheter le Blu-ray. Mais voilà qu'on tourne un peu trop en rond et que le film a décidé de conclure vite fait son film. Donc la femme de Bel-El découvre ses écrits. Pourquoi t'as fait ça? Mais ça va, j'ai pris toutes les précautions. Mais bien sûr, c'est un délit incompris. Il faut que t'ailles les trouver. Que t'ailles voir ce commandant. Et avouer, lui dire ce que t'as fait, que c'est toi. Et ben voilà, enfin quelqu'un de sensé dans ce putain de film. Par contre, calme-toi sur les médocs, ça te rend un poil hystérique. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Donc Bel-El leur avoue tout. C'est moi qui ai écrit les lettres en me faisant passer pour lui. C'est possible qu'il ne chie pas dans le bureau. Et on a encore une preuve de l'incompétence de Viscon, parce que l'enquête va vraiment avancer sans lui. C'est mauvais. Par la suite, ils vont enfin voir les parents qui sont maintenant soupçonnés de la disparition du fils, parce que ces lettres sont la preuve de l'inculpation, et aussi parce que le père a été stupide de les garder. Et là, moment choc des révélations. J'ai surpris Danny. Quand
la chambre de sa sœur. Il lui faisait des choses. Il lui avait retiré tous ses vêtements. Il n'était pas dans son état normal. Et puis il s'est mis à me frapper. Alors je l'ai repoussé. Il est tombé en arrière. Et la tête a cogné par terre. Il va la fermer, ce con! Ah, tu vois, ça me fait mal au cœur d'avoir ce moment de vérité et de voir un barbu pleurer. J'aurais bien besoin de quelque chose pour aller mieux. Là, Romain, c'est ta dernière scène. C'est ton dernier grand moment de gloire. Il faut que tu nous montres le meilleur de toi-même. Il faut que tu nous montres tes peines, ta douleur, toute ta folie. Vas-y, épate-moi. Permettez-moi de vous faire remarquer que ce sont mes lettres, mes mots, qui vous ont mis sur la piste des coupables. Sans eux, vous seriez encore en train de courir au bord de l'apoplexie dans les sous-bois à chasser le PD, commandant. Je suis coincé. Là, pour que tu vas l'avoir, ton César. Merci Romain Duris, qui prend des risques implacables pour nous faire rire. Et là, twist de fin, c'était en fait le père qui abusait de sa fille. What a twist! Ce qui me fait maintenant poser la question, pourquoi la mère a déclaré la disparition de son fils alors qu'elle était vraisemblablement au courant de ce qui s'est passé? Oh, on s'en fout. De toute façon, elle a bien baisé le flic et donc elle peut le menacer comme bon lui semble pour que la vérité ne se sache pas. Et c'est fini avec un fondu au noir. Eh ben, c'était une bonne fin de merde tout ça. La vie, cette sale race! En conclusion, ce film est d'une lenteur abyssale, où l'histoire se passe dans un secteur réduit, en tournant en rond, avec des acteurs complètement à la ramasse, une histoire de drogue inutile, et un sujet sensible vraiment mis de côté. Ça, c'est si je n'avais pas fait des recherches sur ce film, et si je n'avais pas lu l'article de Nanarland pour comprendre le véritable sens de tout cela. Parce que oui, c'est peut-être la plus grande farce de la dernière décennie. Mais revenons au commencement pour en connaître un peu plus sur ce réalisateur. Donc, qui est Eric Zonka? Tout d'abord, ce Zonka n'est pas un réalisateur amateur de ce qu'on pourrait croire avec ce film. Il avait déjà commencé fort en étant nominé au César pour son court-métrage Seul, et surtout pour le film La vie rêvée des anges, où les actrices Élodie Boucher, on pourrait vraiment se poser la question si elle le mérite vraiment, vu ce qu'elle a proposé pour Fleuve Noir, et Natacha Régnier ont obtenu le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Ce sera aussi le cas pour les Césars, où il obtiendra en plus le César du meilleur film français. C'est très fort, mais bon voilà. Avoir un prix ne dit pas vraiment si le réalisateur restera plus tard parmi les meilleurs. Disons que ce n'est pas très légitime. Et après avoir sorti Un petit voleur, il mettra près de 8 ans pour sortir de ce que je considère comme son meilleur film, Julia, avec Tilda Swinton. De loin son meilleur. Il s'occupera entre-temps d'un téléfilm Le Soldat Blanc qui traite de la guerre d'Indochine et que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, on a vraiment un réalisateur de cinéma d'auteur qui a une patte en allant vraiment sur du réalisme audiovisuel. Ça veut rien dire ce que t'as dit là? Non. Alors, comment il en est arrivé là? J'entends beaucoup qui disent qu'il a perdu de sa puissance évocatrice de filmer le naturel, mais pour moi c'est faux. De ce que j'ai vu de lui, il a gardé ce ton, mais il s'est complètement mélangé les pinceaux en voulant faire un film de genre. What the hell? Oui, entre autres, il a fait un film de genre, mais pas celui pour lequel il pensait. Déjà, revenons sur les origines du projet. C'est après avoir terminé son Soldat Blanc et laissé tomber un projet de récit trop complexe qu'il a voulu chercher un roman à adapter. Il a donc fini par se faire conseiller par ses amis pour transformer le livre de l'Israélien Dror Mishani, Une disparition inquiétante, en ce film. Déjà, ce qui change du livre, c'est que ça ne se passe pas au Tel Aviv en Israël. C'est logique. Qu'il a changé le caractère du flic, sa relation avec le professeur pour qu'il y ait une confrontation, que la deuxième histoire sur l'affaire de drogue avec le fils de l'inspecteur n'était pas du tout dans le livre. Je le savais! Et là on s'est dit, mais c'est beaucoup plus fort si on ne résout pas cette difficulté dans les relations du père et du fils. Si on n'amène pas cette espèce d'happy end et si le spectateur reste avec en travers de la gorge cette relation qui reste difficile et qui comme dans la vie, Ouais. des fois ça se résout pas, des fois les gens arrivent pas à s'aimer.
Cet argument est refusé. Et on ne va pas dire que ce film a été fait sans accroc. Déjà, Vincent Cassel a dû remplacer Gérard Depardieu pour problème de santé, alors qu'il était au Brésil pour un autre film. C'est pour cela qu'il a gardé cette barbe crépue. Il a dû donc jouer en peu de temps ce rôle et sans préparation. Et pour revenir à Depardieu, on dit qu'il est parti pour problème de santé, mais d'autres sources disent qu'il ne s'entendait pas très bien avec le réalisateur. Il dit non, vas-y, tu vas être génial, vas-y mon bonhomme, je t'embrasse, merde. J'ai senti venir depuis le début parce qu'elle était très très bonne. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Sandrine Kiberlin, pour la promo du film, n'a jamais voulu en parler, disant qu'elle avait eu une expérience très mauvaise pendant le tournage. C'est une expérience que j'ai pas aimée, donc je peux pas trop en parler de ce film. Mais je le dis ouvertement, j'ai pas de problème avec ça. La bonne ambiance! Ah, je la comprends quand tu vois qu'elle a fait le strict minimum. Et c'est amusant de voir toute la promo du film qui fait tout pour ne jamais en parler et pour montrer que ce fut un tournage sans problème. Sur le plateau, c'était plutôt, je dis pas léger, mais c'était fun en tout cas, il y avait du plaisir. Les gars, faut arrêter de mentir, il y a toujours des problèmes pendant les tournages. Et alors que j'aime bien voir les bonus pour comprendre comment ils ont fait telle ou telle scène, ça ne montre jamais la partie enfouie. Parce qu'il faut le vendre le film, et de plus en plus, il y a que ça qui compte dans les modules bonus des Blu-ray. Il n'y a qu'à voir le moyen-métrage Fucking Kassovitz qui fut tourné illégalement pour montrer qu'un tournage a des moments très difficiles. Mais bref, on va pas prendre des plombes, donc continuons. Parlons maintenant des acteurs. Oh bordel, ça va être laborieux. Tous ont une fâcheuse tendance d'être en dessous ou au-dessus de ce qu'ils peuvent proposer. On a tout d'abord Sandrine Kiberlin qui a l'air d'en avoir rien à foutre d'être là. Mais bon, ça se comprend vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a ensuite Lorena Tellier qui joue les personnes handicapées, qui est un peu trop extrême et un peu trop subtile. Ce qui fait que ce qui se suivra dans les révélations m'a empêché d'entrer dedans. Mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, elle jouera quelques années plus tard un personnage avec des problèmes psychologiques dans la web-série Mentale où elle est bien meilleure. On a Élodie Boucher où là, elle s'est mise dans la tête d'être dans un entre-deux, entre la sobriété morne et l'hystérie. Charles Berling a voulu nous faire une séance de théâtre parce qu'il articule à fond les mots pour qu'on puisse les comprendre. Ce qui fait que ça donne d'un ridicule sans nom. En parlant de théâtre, vous saviez que Jérôme Pouli, l'homme désespéré, a joué pour la Comédie Française. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère? Je pense pour le pognon, mais pas que ça. Lui, c'est devenu un gag. À chaque fois que tu le vois, on dirait qu'il faut qu'il joue l'homme blessé. Ce qui est vrai pour ce qui lui arrive, mais quand même pas dans toutes les scènes. Afzia Herzi est là, mais sans vraiment l'être. Vous pouvez lui balancer n'importe quoi, elle ne réagira pas. Il n'y a qu'à voir ce dialogue entre elle et Vincent Cassel. Tournez, oh, regarde les cuisses, mes mères, là. Pardon? Fais-en profiter. Voilà, ça va pas te parler comme ça? Oh, bah ça va, ouais. Ouais, bah faut se calmer un petit peu, là, hein. Je suis pas ta copine. Un petit peu de poésie. Ouais, un peu de poésie, ouais. Bah en fin de journée, la bibine, on la sent. Elle attaque ce qui reste du cerveau. De toute façon, moi j'ai fini, je me casse. Allez, bonne soirée. On se voit demain. Alors, t'en penses quoi? On en arrive à un point glissant où chaque dialogue est un nouveau délire pour en rire. Même les silhouettes sont de la partie, bordel de merde. Je suis vulgaire, tant mieux. Mais bien sûr, c'est difficile de jouer mieux quand tu as en face de toi les deux champions hors catégorie de l'acting. À ma droite, j'ai Romain Duris qui joue un professeur de français quelque peu extraverti qui évolue de plus en plus au fil de l'histoire en ouvrant cette porte qu'est la folie. J'ai bien vu que je tapais juste. Et à ma gauche, j'ai Vincent Cassel qui joue un inspecteur de police squelettique qui ne peut s'empêcher d'avoir un air bossu et d'avoir un verre à la main sur chaque scène. Il a peut-être voulu mettre les personnages paumés d'Olivier Marchal, mais là ça va peut-être un poil trop loin. Plus dingue, plus déglingo et plus à la ramasse. C'est une compétition de haut vol pour ces deux acteurs qui veulent savoir qui va aller le plus loin dans le ridicule. Il y avait la possibilité d'inventer des personnages. Ah oui, ça c'est sûr, il y en a eu de l'inventivité. Je vais d'ailleurs vous lire quelques lignes sur l'article de Nanarland au sujet de cette performance. Derrière ces apparences de polar français déjà vues 100 fois, derrière ce titre qui semble hurler à la face du monde sa promesse de banalité, Fleuve Noir offre pourtant bien un spectacle unique, celui de deux authentiques stars qui ne se contentent pas d'être en roue libre et de toucher leur chèque, mais semblent vraiment avoir mis tous leurs efforts et tout leur talent à pousser l'archétype de leur personnage jusqu'à la caricature, puis au-delà, puis encore un peu plus loin.
Et je pense que ceux qui ont écrit cet article ont raison. Il devait y avoir une première version du scénario où ça devait être une comédie parce que tu ne peux pas dire que c'est un polar pur jus. Je suis sûr que Zonka voulait adapter un livre de l'auteur Frédéric Dard sur son personnage San Antonio. Puis comment peut-on adhérer à ce Colombo Ecoplus qui se gourre dans tout ce qu'il fait? Tu as du début jusqu'à la fin Viscon qui se trompe. Bon, admettons, il existe des films noirs où le personnage principal peut se tromper. Ça arrive. Mais là, c'est devenu une véritable passion amoureuse, une véritable bromance entre lui et Bel-El que ça en devient risible. Et Zonka dit qu'il s'est quand même inspiré de ce réalisateur pour son film. Là, c'était plutôt le clin d'œil était plutôt vers Police de Piala. Je comprends pourquoi il voulait au départ Gérard Depardieu. Et c'est ça qui me fait le plus mal. C'est que le film utilise ses 10 dernières minutes pour conclure son affaire sans avoir de quelconques indices pour en arriver là. La violence sexuelle envers les personnes handicapées est mise au second plan tellement la relation Duris-Cassel prend toute la place. À des moments où l'actrice joue, on peut comprendre qu'elle a subi quelque chose de brutal, mais c'est pas assez exploité pour en faire quelque chose de consistant. C'est un peu sorti du chapeau alors qu'à la base, c'est l'un des éléments déclencheurs du livre. Puis la signification du titre Fleuve Noir, si on ne cherche pas trop, ça pourrait ne rien dire, mais on pourrait dire qu'il s'agit d'un hommage très grossier d'une ancienne édition de livres noirs, Fleuve Édition, la même édition où il y avait les premiers San Antonio. Tous les morceaux se recollent. Et que dire de la musique qui est là de façon disparate et de la mise en scène très proche d'un téléfilm du dimanche de TF1. Si en plus tu as Paolo Carnera en tant que directeur de la photographie qui s'est occupé de l'imagerie de la série Gomorrah et que tu n'en fais rien, désolé mais je ne peux rien sauver. Il rajoute des couleurs verdâtres pour contraster avec ceux des personnages, il peut... Ah bon, qui je combats avec ça? Bref, je pourrais en dire encore tellement la liste est longue. Mais pourquoi je voulais parler de ce film en particulier? Il n'y a rien de passionnant pour en faire une vidéo. Eh bien c'est parce qu'il est, à de rares exceptions, de ce qu'on appelle dans le jargon un nanar. C'est-à-dire que c'est un film tellement mauvais qu'il en est drôle et qu'aucun de l'équipe, des acteurs et du réalisateur n'ont remarqué ces problèmes. Ça nous permet de voir où il y a des problèmes dans le jeu, la technique et la mise en scène pour nous permettre de pouvoir adhérer à ce délire. Et c'est tellement un délire que j'ai fini par prendre le Blu-ray. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Juste parce que j'ai fini par rentrer dans cette débilité sombre. Et aussi parce qu'il est très intéressant de voir des films exécrables pour en apprendre un peu plus sur ses défauts en tant que réalisateur ou acteur pour pouvoir nous-mêmes nous améliorer. Et on peut aussi faire un concours de beuverie sur le nombre de fois où Cassel boit. Ah, je vous jure, il y en a peu qui s'en sortent indemnes. Tout est fait pour avoir un divertissement entre potes parfaitement inattendu. Bien sûr, certains trouveront le film bête, mauvais et inutile à regarder, mais je pense que pour adhérer à un nanar, il faut accepter ses erreurs et en voir ça comme une bonne rigolade. De loin le polar le plus drôle de ces dernières années. Je vais vous laisser avec les dernières phases de Zonka sur ce film qui ont du sens. Allez. Allons-y, suicidons-nous. Voilà, ça c'est fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Hein? Ah, d'accord. Et donc avec cette histoire-là, on est censé résoudre l'enquête. Ah, tu sais mon cher Tim, le monde est une anomalie. Il y a des choses qui ne peuvent s'expliquer. Donc en vrai, vous savez rien. Eh oh, qu'est-ce que tu crois qu'on est là? On est pour une chaîne YouTube. Allez, on remballe tout ça, on fera un non-lieu. Ouais, alors le non-lieu, c'est juste pour la justice. Eh ben, on fera lieu de ne pas avoir enquêté, voilà. Vous savez, au bout d'un moment, ça va se voir. Hein. Eh oh, qu'est-ce que tu crois qu'on est là? La loi, c'est nous. Allez, on termine ça avec une vue aérienne et avec un look qui déchire. I would do anything for love, anything you've been dreaming of, but I just won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of, but I just won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of, but I just won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of, but I just won't do that. Il faut pas avoir peur, je crois. Juste, il faut s'amuser à faire les choses. Et quand on s'y donne
corps et âme, en général, ça passe. C'est quand on est en demi-teinte que ça commence à merder. Il faut pas douter de soi, en fait.